Tu équipes tout le monde. Les managers, tu les formes. Les équipes, tu les accompagnes. Les dirigeants, tu les conseilles. Les salariés en difficulté, tu les orientes. Tu les écoutes, tu les soutiens. Tu portes le bien-être de toute l'organisation sur tes épaules, jour après jour. Et qui t'équipe, toi? Cette question, tu ne te la poses probablement jamais. Ou alors, tard le soir, quand tout le monde est parti, quand le bureau s'est vidé et que tu réalises soudain que la fonction qui prend soin de tout le monde n'a personne pour prendre soin d'elle. Je vais commencer par un chiffre qui dérange. Selon le baromètre TIL 2025, 38% des professionnels RH envisagent de quitter leur poste pour préserver leur propre santé mentale. 38%. En hausse de 5 points sur un an. Près de 4 professionnels RH sur 10 pensent à partir, non pas pour un meilleur salaire, non pas pour un poste plus prestigieux, mais pour se protéger eux-mêmes, pour préserver leur santé. Laisse ce chiffre raisonner un instant, parce qu'il dit quelque chose de terrible sur l'état de la fonction. Alors dis-moi, que ressens-tu en entendant ce chiffre? Peut-être un soulagement, celui de voir nommer enfin quelque chose que tu portes en silence depuis si longtemps. Peut-être une gêne aussi, parce qu'on ne parle pas de ça dans le petit monde RH. On est censé tenir, n'est-ce pas? On est censé être le pilier, n'est-ce pas? Alors voilà, je ne vais pas te proposer dans cette vidéo un énième discours sur l'importance de prendre soin de soi. Tu le connais mieux que quiconque, tu le prescris à longueur de journée aux autres. Encore moins des techniques de gestion du stress que tu pourrais appliquer quand tu trouves un moment dans ta journée, c'est-à-dire jamais. Non, je vais te parler d'un sentiment que beaucoup de RH connaissent sans jamais le formuler. Un sentiment très précis qui use plus sûrement que la charge de travail elle-même. Et je vais te donner deux leviers pour en sortir. Le premier, Le premier commence par toi, et il va en plus renforcer la crédibilité de toute ta fonction. Reste bien jusqu'au bout, parce que dans quelques minutes, je vais te montrer comment transformer ce qui ressemble à ta plus grande vulnérabilité en ton plus grand levier de crédibilité auprès de la direction. Allez, commençons par quelques éléments de ta journée type. La vraie, pas celle de la fiche de poste. Tu absorbes les tensions des transformations en cours. Tu gères les risques psychosociaux des autres. Tu t'adaptes constamment au cadre légal. Tu tiens les entretiens obligatoires, les urgences qui tombent sans prévenir, sans oublier les projets transverses qui requièrent toujours un peu de ton temps. Un manager débordé passe te voir pour déverser sa pression. Un salarié en détresse frappe à ta porte. Un dirigeant t'appelle pour un arbitrage sensible qu'il faut traiter avec doigté. Tu reçois, tu contiens, tu orientes toute la journée. Tu es une éponge, attention. Et dans tout ça, il n'y a aucun espace pour toi. Aucun moment où quelqu'un se retourne et te demande à toi, tout simplement, et toi, comment vas-tu vraiment? Tu es celui ou celle vers qui tout converge et personne ne remonte jamais jusqu'à toi. Il faut nommer une réalité structurelle de ta fonction, une solitude très particulière propre au métier RH. Tu n'es ni tout à fait la direction, ni tout à fait le terrain. Tu es, allez, on va dire, entre les deux, dépositaire des confidences de tous et au cœur de beaucoup d'interactions de l'entreprise. En vrai, le salarié te voit parfois comme le bras armé de la direction, celui ou celle qu'on voit un peu au début et surtout à la fin, celui ou celle qui applique les décisions difficiles. La direction, quant à elle, te voit parfois du côté des salariés, elle te voit comme un frein ou le signal qui alerte. Et toi, coincé au milieu, tu tiens les deux bouts en même temps. Cette position, personne ne la comprend vraiment de l'extérieur. On ne mesure pas ce que ça coûte de porter les secrets, les colères et les peurs de toute une organisation sans avoir soi-même le lieu où les déposer. Et c'est ça la solitude structurelle de la fonction RH. Elle n'est pas dans ta tête, elle est dans la nature même de ta position. Et le contexte sociétal ne t'aide pas. Au contraire, il alourdit chaque jour ta charge. Un salarié sur quatre est en mauvaise santé mentale selon Cali Social et Ipsos en 2025. 2,5 millions d'actifs sont en risque d'épuisement sévère selon Empreinte Humaine en 2024. En vrai, c'est la fonction RH qui tient ce front, qui reçoit les premières alertes, qui gère les premières crises et qui absorbe les premiers chocs. Tu es en première ligne
d'une véritable crise de santé mentale au travail. Et en première ligne, on ne pense jamais à celui qui tient la ligne. On pense aux victimes, on pense aux équipes, on pense aux managers en difficulté, et c'est bien d'ailleurs. On pense rarement à celles qui, en coulisses, encaissent tout ça au quotidien. Maintenant, venons-en à ce que je te disais au début de cette vidéo. Il est temps d'évoquer ce sentiment qui est peut-être le tien, celui qui use plus que la charge de travail elle-même. La réalité, c'est qu'il y a une dissonance profonde au cœur du métier RH. Tu promeus l'adaptabilité, tu prônes la déconnexion, tu défends les limites saines, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et tu t'exonères, toi, de tout ce que tu prescris. Tu envoies des mails à 22 heures en ayant animé le matin même un atelier sur le droit à la déconnexion. Tu portes la charge mentale de 300 personnes en ayant fait la semaine dernière une sensibilisation sur la charge mentale au travail. Tu recommandes de savoir dire non et tu n'arrives jamais à le dire toi-même. Cette dissonance cognitive entre ce que tu promeus et ce que tu vis, c'est elle qui use. Pas la charge de travail elle-même, car au final, cette charge de travail, tu sais la porter, tu l'as toujours fait. Ce qui use, c'est le décalage, cette impression permanente de prêcher une chose et d'en vivre une autre, de ne pas être aligné dans ton discours et la réalité. Et ce décalage a un coût plus élevé qu'on ne le croit. Il y a d'abord une perte de crédibilité perçue, une petite voix chez les autres, et parfois même chez toi-même, qui souffle, elle nous parle d'équilibre, mais elle-même n'y arrive pas. Il y a ensuite la culpabilité, le sentiment tenace de ne pas être à la hauteur de ton propre discours, de trahir dans tes actes ce que tu défends dans tes mots. Et il y a enfin le plus insidieux de tous, une fonction qui n'ose plus demander pour elle-même, parce qu'elle est censée être celle qui donne, celle qui soutient, celle qui porte, pas celle qui a besoin, qui craque et qui demande de l'aide. Alors on serre les dents, on tient, on fait bonne figure, jusqu'à ce que 38% finissent par penser à partir. Face à cet épuisement, la réponse instinctive, et c'est tout à fait compréhensible, c'est de tenir encore un peu, d'attendre que la période se calme, de se dire que ça ira mieux après ce projet, après cette réorganisation, après ce trimestre chargé, après ce plan de transformation. Et cette approche part d'une hypothèse qui est rarement vraie, l'hypothèse qu'il y a, ou qu'il y aura un après plus calme. Mais l'après plus calme n'arrive jamais, le rythme des transformations ne redescend pas, il s'accélère. Un projet chasse l'autre, à peine une réorganisation digérée, la suivante s'annonce déjà. Attendre que ça se calme, c'est attendre quelque chose qui ne viendra pas, c'est reporter indéfiniment le moment de prendre soin de soi. La seule vraie option, c'est de développer pour toi aussi la capacité à traverser ce rythme permanent sans t'y épuiser. Non pas d'attendre la fin du mouvement, mais d'apprendre à mieux naviguer dedans. Il faut renverser complètement la perspective et c'est là que se trouve le levier que je t'ai promis en ouverture de cette vidéo. Une RH qui se développe visiblement devient la meilleure preuve de ses propres dispositifs. Réfléchis 2 secondes à la force de ce renversement. Aujourd'hui, tu prescris aux autres des dispositifs que tu n'as pas toi-même traversés. Et cette position te fragilise, on vient de le voir en détail. Demain, tu traverses toi-même le parcours que tu proposes. Tu le vis de l'intérieur, tu mesures ta propre progression. Et tu en parles depuis l'expérience réelle, pas depuis la plaquette ou la brochure que tu vas envoyer à tes managers. À ce moment-là, ta vulnérabilité change complètement de nature. Elle cesse d'être une faiblesse honteuse à cacher. Elle devient une preuve vivante, un argument. Difficile pour un COMEX de contester un référentiel que l'équipe RH a elle-même traversé, avec ses radars de progression à l'appui. Ta vulnérabilité assumée, alors, devient ta légitimité. Prendre soin de sa propre capacité d'adaptation pour une équipe RH, ce n'est pas du confort, c'est de la stratégie. Parce qu'une RH épuisée accompagne mal, forcément, elle n'a plus les ressources. Au contraire, une RH qui se développe accompagne juste. Et parce qu'une RH qui a vécu ce qu'elle propose gagne une légitimité qu'aucune formation externe, qu'aucun cabinet, qu'aucune certification ne pourra jamais lui donner. Tu fais alors de ton propre développement un actif stratégique pour toute la fonction. J'accompagne des transformations depuis quasiment 20 ans, en France et en Suisse, de la start-up au grand groupe.
Et j'ai vu cette bascule se produire dans plusieurs équipes RH que j'ai pu accompagner. Le moment précis où la fonction cesse de se sacrifier en silence pour les autres et commence à s'appliquer à elle-même ce qu'elle prescrit depuis toujours. Ce moment-là change tout. Il change l'énergie de l'équipe RH qui retrouve du souffle. Il change son discours qui devient incarné au lieu d'être simplement récité. Et il change sa crédibilité qui devient tout simplement inattaquable. Parce qu'on ne peut plus rien reprocher à une fonction qui pratique sur elle-même ce qu'elle recommande aux autres. Voilà donc comment transformer ta vulnérabilité en levier, très concrètement, avec deux outils. Le premier outil, c'est le diagnostic de l'équipe RH. Le principe est le suivant. Ton équipe RH passe collectivement le référentiel des 10 dimensions de l'agilité personnelle. Chacun se positionne honnêtement. Chacun obtient son radar personnel avec ses points forts et ses zones de tension, ses zones de progrès. Puis ensemble, sans forcément partager vos scores très précis, vous identifiez les deux dimensions collectivement les plus basses, celles où, en tant que RH, vous êtes le plus en difficulté. Ce diagnostic collectif produit deux choses précieuses. D'abord, une prise de conscience partagée. Vous cessez de porter chacun dans votre coin en silence ce que vous vivez pourtant tous ensemble. Vous le nommez collectivement. Et rien que ça fait déjà du bien. Ensuite, c'est un point de départ collectif. Vous savez précisément sur quoi travailler en priorité en tant qu'équipe. Vous ne partez plus d'une impression floue, mais d'une mesure réelle et factuelle. Et il y a un effet secondaire puissant, presque immédiat. Le simple fait de poser ce diagnostic ensemble, en équipe, crée déjà de la sécurité psychologique là où il n'y en avait peut-être pas. Vous vous autorisez enfin à parler vrai entre vous. Le deuxième outil dans la continuité de ce diagnostic, c'est le pilote, être pilote. C'est le geste stratégique le plus fort que je puisse te proposer dans cette vidéo. Le principe est le suivant. Ton équipe RH devient la première cohorte du programme. Avant tout déploiement vers les managers ou les collaborateurs, tu inverses complètement l'ordre habituel des choses. D'habitude, les RH participent à la conception d'un dispositif, l'achètent, le déploient vers les autres et se tiennent soigneusement à l'extérieur de ce qu'ils proposent. Ils prescrivent sans consommer. Ici, euh, l'équipe RH entre la première. Elle vit le parcours, elle en fait l'expérience concrète, elle mesure sa propre progression avant et après. Pourquoi c'est un geste aussi puissant? Eh bien pour trois raisons. Première raison, ton équipe se développe, gagne en sérénité, en capacité à traverser l'incertitude, euh, traverser les changements sans se noyer, à multiplier son impact. C'est le bénéfice direct, immédiat, celui qui commence par toi et qui répond au problème de départ. Deuxième raison, euh, ça crédibilise le dispositif. Quand tu présentes ensuite le programme à tes managers, tu ne le fais plus de l'extérieur, tu es quelqu'un qui l'a fait, qui en parle de l'intérieur avec ses propres résultats mesurés et vécus. Enfin, troisième raison, ça produit un effet de démonstration considérable. Les managers voient une équipe RH qui s'applique à elle-même ce qu'elle propose aux autres. Et cette cohérence désarme, on va dire, la moitié des résistances avant même que les déploiements ne commencent. Difficile de dire, tiens, c'est encore une lubie des RH quand les RH l'ont vécu et traversé en premier. Être le pilote du programme, c'est donc une façon de t'améliorer et de crédibiliser ton déploiement futur. Tu réponds à ton épuisement et tu prépares ton déploiement d'un seul geste. Avant de fermer cette vidéo, je te lance deux invitations concrètes. La première, bloque 30 minutes dans l'agenda de ta prochaine réunion d'équipe RH et pose cette question, celle qu'on n'ose jamais poser. Qu'est-ce qu'on prescrit aux autres qu'on ne s'applique pas à nous-mêmes? Les réponses à cette simple question seront, je suis certain, très 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 intéressantes. La seconde invitation que je te lance, avant de penser au prochain déploiement de tel ou tel dispositif auprès des managers, par exemple, envisage sérieusement l'inverse. Et si l'équipe RH était la toute première cohorte de ce dispositif? Non pas comme un sacrifice supplémentaire à ajouter à ta charge, mais comme une stratégie pour être toi aussi enfin équipé et pour être crédible dans la foulée.
Si tu veux voir à quoi ressemble ce parcours et comment une équipe RH peut le vivre en tant que pilote avant tout déploiement, je peux t'en détailler l'approche. Écris-moi directement et ce diagnostic des dimensions de l'agilité personnelle, je le propose volontiers à une équipe RH, justement pour commencer par vous. Si cette vidéo a nommé quelque chose que tu portais sans le dire, dis-le en commentaire. Tu n'es pas seul à le vivre, loin de là. Et si ces questions font partie de ton quotidien, abonne-toi, la suite devrait te plaire. À très vite.